Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Femmes Corpo, le podcast vidéo pour toutes celles qui naviguent dans le monde du business. On est 3 entrepreneuses et on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Vous savez, les femmes corporate, ces femmes qui naviguent à l'intérieur des systèmes, qui se font une place dans leur comex ou au dernier étage de leur tour et qui font bouger les choses, qui font avancer les lignes de l'intérieur, depuis l'intérieur des systèmes. Mais la question, c'est pourquoi on a voulu s'intéresser aux femmes corpo. Pendant 4 mois, avec Julia et Flora, on est au cœur de Paris, dans une résidence Covivio, pour réfléchir à l'avenir du travail. Et comment réfléchir à l'avenir du travail sans porter une attention particulière à la place des femmes dans cet environnement. Parmi les thématiques qu'on va aborder, il y a par exemple, quels sont les avantages d'une vie corpo? Ou encore, est-ce que c'est possible d'avancer dans un environnement si codifié? Au travail, l'habit fait-il le moine? Est-ce qu'on doit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Est-ce qu'on peut être vraiment soi-même au travail? Ou comment on obtient ce que l'on veut? Ou encore, comment conjuguer vie de travail et vie de famille? On va donc recevoir plein de femmes corpo talentueuses, engagées, militantes qui vont répondre à toutes nos questions et surtout nous donner des conseils pour naviguer en entreprise. Il y a des femmes qui peuvent nous écouter et se dire qu'on a un discours très militant, très féministe et qu'elles veulent juste vivre leur vie dans leur entreprise et évoluer tranquillement. Est-ce que tu penses que toutes les femmes doivent faire attention à leur place dans l'entreprise, à leur salaire, à l'idée de se faire discriminer ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un acquis et être tranquille dans sa vie pro? Franchement, l'arsenal législatif là aujourd'hui permet quand même à un certain nombre de femmes de pouvoir évoluer dans leur carrière très correctement, de pouvoir avoir des enfants, de ne pas être stressée à un retour de congé maternité, de pas se dire je vais calculer de savoir quand est-ce que je vais faire mon 2e ou mon 3e. Je pense que la question se pose moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est clair, très très clair. Oui. Donc ça c'est assez formidable de se dire qu'en France, on a quand même un pays qui, c'est pas parfait, mais qui accompagne tous ces sujets-là. En revanche, on n'aura pas des militantes des Elisabeth partout, et je le comprends, et je leur demande pas de l'être. La seule chose que je dis, parce que ça c'est un sujet, c'est que quand tu vas avoir des jeunes filles qui ne sont pas encore dans la vie professionnelle, mais qui vont l'être, en disant « mais moi, il n'y a pas de problème ». En fait, le problème, il arrive quand tu es dans l'entreprise. Bien sûr. Voilà. Pourquoi lui, il a crevé le plafond de verre très facilement. En fait, il n'y a même pas de plafond de verre pour lui. Et moi, je suis capée à un certain niveau et je n'arrive pas à monter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 50 ans et plus, que je suis dans la catégorie senior, parce que la catégorie senior chez les hommes est un peu plus tard que chez les femmes. Pourquoi à 50 ans, je suis dans une impasse et je n'arrive pas à m'en sortir alors que j'ai la compétence, j'ai l'expérience, mes enfants sont grands, ont quitté le nid et j'ai du temps pour transmettre et du temps pour l'entreprise. Tout ça, ce sont des sujets. Donc, des Elisabeth, il n'y en aura pas partout, mais il en faut dans les entreprises pour ouvrir la voie et les accompagner. Et être garante aussi. Et leur ouvrir aussi les yeux sur ces sujets-là. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas un dos où les femmes ont peut-être moins envie parfois de prendre des postes à responsabilité? Enfin, moi, je sais que j'ai discuté avec des femmes autour de moi qui me disent « mais moi, ça me fait pas marrer, en fait, d'être dans ce truc où justement tout le monde se fout sur la gueule, où c'est extrêmement shark, où c'est hyper politique, non, mais attends, etc. » Après, le choix, il est si tu veux pas travailler, que tu veux rester chez toi avec ton bébé, si tu veux prendre une année sabbatique, si tu veux prendre un congé parental, si tu veux être au membre du COMEX, moi je respecte tout. Et surtout, je pense qu'il y en a qui se sentent pas, on allait en venir sur le syndrome de l'imposteur, mais justement, ces mêmes femmes qui m'ont dit bah moi je n'y suis pas allée parce que si je me sens pas compétente, là où un mec ne se pose pas la question de sa compétence, il y va. J'ai parlé de femmes corpo à un chef d'entreprise cette semaine pour lui raconter ce qu'on fait et il m'a dit et alors il faudra absolument que tu poses la question à tes invités, pourquoi les femmes elles me demandent jamais rien? Oui, c'est vrai. Lui, il me dit, moi, j'ai envie. Lui, il a une PME, tu vois. Ouais. Et il me dit, moi, j'ai envie de leur donner des trucs, mais elles me demandent jamais rien. Donc Non, c'est vrai que. Et il me dit, je suis rêve patron, donc je vais pas non plus donner si on m'a pas demandé. C'est pour ça que vous faites des podcasts aussi. C'est pour aussi pousser les femmes à dire, n'hésitez pas à demander. Parce que nous, en fait, alors, c'est une caricature, mais encore il y a 20 ans, c'était drôle, mais c'était ça. C'était un bon point, tu as 10 bons points, tu as une image, tu as 10 images, tu attends ton livre et tu attends ta promotion. Ah bah non, ça marche pas. En fait, il faut demander. Il faut demander. T'as pas, mais il faut demander. Si tu ne demandes pas, les gens ne sont pas forcément axés sur toi, ton plan de carrière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiffres, les entreprises doivent atteindre leurs chiffres de féminisation. Donc, c'est les entreprises qui suivent la carrière des femmes. Ça, c'est intéressant. Tu vois, on a retourné, c'est pas toi, enfin, la carrière, c'est toi qui te l'as fait. Mais aussi, aujourd'hui, l'entreprise essaye de suivre la carrière des femmes pour pas les perdre. Ouais. Tu vois, parce que tu capitalises sur elles et puis tu te dis, ah non, mais je veux pas la perdre. Tu vois, quand tu as une femme technicienne, je peux te dire que
alors je le dis à la caméra, femmes techniciennes, si vous voulez rentrer dans mes grands groupes, mais c'est tapis rouge. Il n'y a pas de femmes techniciennes. Les écoles techniques, on dirait des écoles de garçons, pas de femmes. Donc il y a des métiers dans lesquels on manque de femmes, mais à la base même de la formation. Donc voilà, donc aujourd'hui, les DRH, les directions des ressources humaines, travaillent beaucoup sur comment je retiens mes talents féminins, ça c'est sûr. Mes femmes ingénieures, les scientifiques, les techniciennes, on y fait très attention. Et tant mieux, parce que c'est un tel parcours du combattant d'être une femme aujourd'hui. Hein, franchement, dans le monde, quand on voit ce qui se passe, je me dis tant mieux qu'on y fasse attention dans les entreprises. Sur le côté femme, parce qu'on en parle, je pense que ça c'était quand même un sujet de comment tu dois t'habiller, parce que ça peut être pas facilement trop féminin. discriminant. Exactement. Et moi, je sais que ça a été un sujet où je me posais pas de questions sur est-ce que ça va plaire. Par contre, c'était important pour moi de me sentir bien. Donc je faisais des choix où je me trouvais, ou comme tu dis, toi, tu avais besoin de tes bottes rouges, moi, j'avais besoin d'avoir une robe, par exemple. Et on m'avait dit, non, en fait, il faut pas que tu t'habilles comme ça, il faut que tu t'habilles en pingouin. Mais ça, c'est hyper... Il faut que tu t'habilles en pingouin, comme ça, on t'écoutera plus et on regardera pas le fait que tu es une femme. Eh ben, c'est hyper intéressant parce que, pareil, je rebondis sur ce que tu dis, Flora. La première fois que j'ai eu à prendre la parole, concours d'éloquence finale d'un grand concours, un truc de dingue, une actrice française présidente du jury, je perds, évidemment, je suis au bout du scotch, et on vient me voir, un de mes potes dans le jury, et qui me dit, mais c'est ouf parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé ta robe et qu'elle n'avait fait que regarder ta robe pendant toute la prise de parole et qu'elle l'a trouvée tellement strange qu'elle n'a même pas pu se concentrer sur ce qu'elle était en train de te dire. Mais attends, elle Et était toi, comment, tu cette sors robe de là, c'était une robe bâche, très jolie par ailleurs, avec plein d'animaux dessus, mais j'étais assez confiante. En plus, pareil, tu parles des bottines à talons. Moi, il y a un truc, quand je prends la parole, j'aime avoir des talons parce que le talon me fait me sentir puissante. C'est bête, mais ça me donne une hauteur, une puissance que j'apprécie. Et donc, alors j'ai probablement été moins bonne aussi parce qu'elle n'était pas toute seule dans le jury, mais je me dis, c'est dingue, j'ai 19 ans, je prends la parole devant 400 personnes, ça représente quand même un truc de dingue pour moi, et la meuf n'a rien écouté, quoi. Et c'est une femme en plus. C'est une femme qui te fait cette réflexion en tant que femme, donc c'est ça qui est d'autant plus déroutant. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de rapport de séduction aussi. Je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle. Moi, mon orientation sexuelle, donc qui est une orientation sexuelle lesbienne, fait que je ne suis pas dans un rapport de séduction avec les hommes dans le monde du travail. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert très très jeune, c'est-à-dire que j'ai fait mon coming out assez tôt, dès que j'ai commencé à travailler. Et en fait, je pouvais m'habiller n'importe comment, enfin comme je le voulais. J'ai toujours eu un souci de vestimentaire parce que j'aime m'habiller, mais je pouvais m'habiller un peu comme je voulais de toute façon. Le mec en face de moi n'était pas dans un rapport de séduction avec moi, donc ne me regardait pas, il regardait pas comment j'étais habillée, il entendait juste ce que j'avais à lui dire. Et je pense que c'est plus un rapport de séduction entre individus qu'une affaire de sexisme. Une femme puissante, je pense, chef d'entreprise ou à haut poste dans une boîte, va forcément regarder comment ses collaborateurs qui sont en dessous d'elle s'habillent, parce qu'elle va vouloir peut-être qu'ils s'habillent comme elle le souhaite ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus une affaire de pouvoir qu'une affaire de sexisme. Non, mais peut-être que ton identité sexuelle, du coup, te met dans la catégorie non possible pour les hommes, et donc, du coup, ça sort. No go. Voilà, mais il y a des femmes qui, pour atteindre cette catégorie, se coupent les cheveux, look Angela Merkel, quoi, se mettre les cheveux courts, le tailleur, pas de maquillage, et peut-être que c'est ça qui leur permet aussi d'être écoutées. Bah oui. Et moi, je me suis souvent, alors c'est marrant parce que ça m'est arrivé récemment, bref, j'avais une nouvelle robe bleue, vraiment jolie, et je l'ai mise et dans un débat sur le nucléaire, et à un moment, j'ai prononcé le mot nucléaire, et là, il y a toute la table ronde, j'étais évidemment la seule femme du panel qui m'est tombée dessus, et en sortant, je sais pas pourquoi, je me suis dit, c'est à cause de ma robe bleue, et parce que j'avais un côté très femme, quoi, ce jour-là, c'était une petite robe, c'était l'été, il faisait chaud, bon, ça arrive. Et donc, c'est vrai que c'était plus femme que quand t'es l'hiver avec un pull, que t'es moins, voilà, quoi. Et c'est vrai que j'ai regretté et que je me suis dit, oh là là, j'aurais dû me faire, voilà, queue de cheval, pas de maquillage, tenue sobre. Et là, on écoute beaucoup plus ce que t'as à dire et la subtilité. Parce qu'en fait, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai dit le mot nucléaire. Je vous dirai même pas ce que je défendais à ce moment-là parce qu'on s'en fout. Mais j'ai dit le mot nucléaire et tout le monde s'est excité. Mais c'est juste un mot, donc on sait même pas encore ce que je vais dire. Et je me suis dit, peut-être que si j'avais eu un code vestimentaire et une façon de parler plus masculine, c'est-à-dire dans le sens qu'on entend plus sobre, on serait allé écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout sur cette affaire, plutôt que de me juger sur le premier mot, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, voilà, c'est le look Angela Merkel, cheveux courts, et d'ailleurs les femmes, désolée, je politise le débat parce que Angela Merkel, mais
Ségolène Royal en 2007, il y a un documentaire sur elle qui est sorti après la présidentielle et qui s'appelait « La femme qui n'était pas un homme ». Et c'est vrai qu'à l'époque, elle a beaucoup disrupté parce que c'était la première femme politique qu'on connaissait, les Michèle Alliot-Marie, pareil, look, cheveux courts, Christine Lagarde, cheveux courts, voilà. Et elle, c'était la première femme qu'on avait vue sortir de son congé maternité, qu'on avait vue avec ses enfants. C'était la première femme qui n'était pas un homme. Et donc, je dis pas que, évidemment, les lesbiennes sont perçues comme des hommes, mais je pense qu'elles sont perçues dans une catégorie d'égalité peut-être. non objet de Ouais, désir, c'est ça, ouais. puisqu'elles ne sont pas disponibles ou intéressées par les hommes. Tout à fait. Et on se rappelle de cette fameuse séquence de Simone Veil avec Christophe de Chavannes qui enlève son chouchou, quoi, et qui montre ses cheveux pour la première fois sur un plateau télé, et ça la féminise enfin, quoi, quelque part. Bah, ou Cécile Duflot à l'Assemblée qui se prend 25 remarques sur le fait qu'elle porte une robe à l'Assemblée. Enfin, je pense que l'habit fait le moine et là-dessus, je te rejoins. Et c'est d'ailleurs ce qu'on analyse en prise de parole, c'est qu'en fait, plus tu vas avoir quelque chose de différent, plus on va s'attarder sur ta différence vestimentaire et moins sur le fond de ton discours. Et c'est pour ça que plein de gens essayent d'être extrêmement neutres physiquement et dans leur tenue vestimentaire pour qu'on n'ait pas à concentrer notre attention sur à quoi ils ressemblent, mais sur ce qu'ils disent. C'est quoi les compétences sur lesquelles travailler quand on est une femme corpo qui veut faire bouger les lignes dans sa boîte? Je dirais, la confiance en soi, ça peut paraître un peu cliché, mais tout part de là. Hein. C'est oser demander une augmentation, oser prendre la parole aussi. Enfin, là, je tends la main à Juliette, mais vraiment besoin de prendre la parole, porter sa voix. C'est important de se lever, de savoir se lever, d'oser. Je pense que tu as un sujet de se faire entendre qui est hyper important. Et D'ailleurs, on demande beaucoup pour les femmes en entreprise, ce genre de formation, parce que c'est elles qui en ont le plus besoin, qui le prennent de plus en plus, mais qui en ont encore le plus besoin. L'entraide, de ne pas penser à son... c'est d'être aussi ouvert aux autres et de tendre la main, quoi. Pas être dans le... On en voit encore beaucoup ça, un peu la compétition ou la jalousie. Et je pense que si tu veux faire avancer ton entreprise, ensemble, on va plus loin. Donc c'est un des points aussi, de s'ouvrir et pas de penser. Et je pense qu'après, tu fais plus grandes choses et en faisant plus grandes choses, tu vas aussi évoluer si c'est ça ta préoccupation première. Donc déjà aussi d'être ouvert aux autres au sens large. Aussi bien dans ton entreprise qu'il y a des thématiques qui sont pas celles de ton entreprise en première ligne. Et un homme ou une femme corpo qui t'inspire? Waouh. Je sais pas, j'ai jamais fait partie de ces gens qui avaient un poster dans ma chambre. Et alors, donc tu as été ministre pendant un certain nombre d'années, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là, justement, des femmes en entreprise, de la représentation, etc. C'est quoi tes grands enseignements en tant que femme ministre de l'égalité femmes-hommes sur ce sujet-là des femmes en entreprise, de leur place, de leur évolution? D'abord, je pense qu'il y a des critères supplémentaires pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'incompétence pour les femmes, la présomption de compétence pour les hommes. C'est-à-dire que si vous allez sur un plateau de télé, vous avez 3 hommes et une femme, et de surcroît, si la femme est jeune, ou qu'elle est un peu maquillée ou apprêtée, ou qu'elle est issue de la diversité, on va considérer qu'elle a une présomption d'incompétence. Et les réflexions sur les réseaux vont viser à dire que la femme n'est pas légitime à être là. C'est-à-dire, on ne va pas dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec elle, on ne va pas interroger ce qu'elle dit, on va interroger sa présence. Ce qu'elle est. Et ça, ce qu'elle est, exactement. Et ça, c'est très vrai, y compris dans le monde de l'entreprise. Donc je pense que tout est fait pour faire en sorte que les femmes doutent d'elles-mêmes. On parle beaucoup de l'autocensure des femmes, mais moi, ce que j'ai voulu interroger dans mon livre, Nos si petites ambitions, c'est justement le fait que cette autocensure, elle n'est pas en nous innée. On a cette autocensure parce qu'on voit très bien que celles qui ne s'autocensurent pas s'en prennent plein la figure et qu'il y a un backlash énorme quand elles assument de prendre la parole et de réussir de façon visible. Je peux témoigner là-dessus parce que ça fait 2-3 ans que je fais régulièrement des interventions dans les médias. Et avant, quand on me faisait des procès en incompétence, je disais rien et je laissais passer la parole. Et en fait, je perdais le débat du coup comme ça parce que comme je laissais la parole partir. Et pas de chance, une fois, on m'a parlé, on m'a dit genre non, je sais pas quoi, sur un truc qui était au cœur de ce sur quoi je travaillais depuis 3 ans. Donc, et en fait là, ça m'a énervée. Alors, juste, c'est le cœur de ma compétence. Et j'y suis allée un peu fort et j'ai dit, non mais là, en fait, on va arrêter de me faire un procès en incompétence parce qu'on est au cœur de ce que je connais le mieux puisque ça fait 3 ans que j'ai le nez dedans. Et là, j'ai expliqué, etc. Et en fait, ça a tout changé pour moi parce que depuis, quand on me fait un procès en incompétence, au lieu de me dire, il a peut-être raison, je laisse passer la parole, je dis précisément non. Et encore hier, j'ai dit, mais vous allez me gronder comme ça longtemps. Et en fait, j'ai inversé, je trouve, dans le débat, j'ai inversé la chose parce que c'était lui, pourquoi il était dans une posture
posture, le fait de dire vous allez me gronder, c'était pas méchant, mais c'était un peu taquin. Ça a inversé la posture. Hyper malin. Et du coup, c'est lui j'ai vu, il a reculé, il s'est tu et il s'est dit bah non, je vais pas la, voilà. Bien joué. C'est lui qui était dans une posture du coup de faiblesse à ce moment-là. Là, ça arrive tout le temps, ce mansplaining et le fait d'aller t'expliquer ton propre domaine de compétences. Moi, j'ai vécu ça sur un plateau où il y avait 4 hommes et moi. D'abord, j'étais la seule femme et je trouve ça problématique et je l'ai dit ensuite. Et en fait, le sujet était les viols de Mazan et les lois sur les violences sexuelles. Il s'avère que je suis juste la personne qui a fait les dernières lois sur les violences sexuelles, qui a allongé les délais de prescription, qui a aggravé les peines pour violences sexuelles, qui a fait la loi sur le upskirting qui a permis qu'on arrête Pellico, qui a fait la loi avec la circonstance aggravante de la soumission chimique. Donc je connais un peu le sujet. Quand on parle de l'agriculture, je laisse plutôt parler les autres, mais quand on parle des lois sur les violences sexuelles, c'est juste mon cœur d'engagement depuis des années. Et donc chacun parle et chacun donne son avis, crie en plus, avec une violence de l'expression pour un sujet qui nécessite un petit trigger warning ou un petit peu de respect pour les gens qui sont autour de la table. Et j'ai fini par dire, excusez-moi, en fait, j'ai fait les lois sur ce sujet. Donc, et là, un des mecs autour de la table me dit, non, mais ça, c'est un argument d'autorité. Je dis, bah, non, c'est un argument de compétence, en fait. Et ne pas laisser parler la seule femme du plateau sur ce sujet, c'est pas OK. Et en rentrant chez moi, au début, je me suis dit, je vais rien dire. Et le lendemain, je me suis dit, bah, en fait, je suis plus stagiaire, j'ai plus 20 ans, au pire, il me ravite plus, et bah, c'est pas grave, mais je vais quand même dire quelque chose. Donc, j'ai fait un long message en expliquant pourquoi ça va pas, et en disant, y compris pour les gens qui écoutent ce débat, vous pouvez pas avoir une seule femme autour de la table. Je suis pas d'accord pour être la seule femme. Il faut inviter une autre femme, il faut qu'on soit à parité, ou en tout cas en mixité, et ensuite, il faut respecter les compétences de chacun. Et c'est vrai qu'en tant que femme, quand on affirme nos compétences, on a l'impression qu'on est arrogante, alors qu'on est régulièrement obligé de le rappeler, et quand on s'interroge en se disant, mais est-ce que lui, est-ce qu'ils ont travaillé autant d'années que moi sur ce sujet? Bah souvent, la réponse est non. Et ce qui est dingue, c'est que ça ne les empêche pas, avec aplomb, de t'expliquer ce sur quoi tu travailles depuis des années. Et ça, je trouve que c'est vraiment une audace vraiment masculine qui nous manque parfois. Et c'est pas aussi un petit peu générationnel sur... Moi, aujourd'hui, la parole est quand même donnée à tout le monde. Donc, tout le monde se sent hyper légitime et hyper compétent de donner sur son avis sur des choses où ils n'ont absolument aucune compétence. Je sais pas, moi, je vois des hommes de 60 ans en plateau qui sont très, très sûrs de ce qu'ils nous racontent. Oui. Mais justement, ce serait ça ton conseil quand on est confronté à une situation de présomption d'incompétence, ce serait ça d'affirmer sa compétence, comme tu le dis aussi, Ouais, Flora. moi, je dirais d'affirmer d'où on parle en disant, en fait, je vais vous donner mon point de vue et pour que vous sachiez d'où je parle de là. J'ai fait telles études sur tel truc, mon domaine de compétence c'est ça, j'ai fait ça pendant quelques années, enfin je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps, où une personne très gentiment me dit, en présentant mon compagnon qui est président d'une mutuelle, il me dit « Ah, du coup, vous connaissiez pas le monde mutualiste avant d'être ensemble ?» Je lui dis « Non, pas très bien, j'étais juste leur ministre de tutelle. » Oui, donc voilà, je pense que c'est... En fait, mais ce qui est dingue, c'est qu'on est à le faire, et moi je recommande aussi de le faire pour les autres. Je le fais systématiquement en réunion quand je suis avec d'autres femmes, de valoriser leurs compétences, de rappeler ce qu'elles ont fait, de citer leur nom. Il y a ce mantra qui circule qui dit qu'il faut s'entourer de femmes qui citent notre nom quand on n'est pas dans la pièce. Ouais, grave. Moi, j'essaye systématiquement de me dire quand je suis dans une pièce avec des gens qui ont le pouvoir d'inviter quelqu'un sur un plateau, de financer un projet, de le soutenir, de la rencontrer. J'essaye à chaque fois de me dire quelle est la femme que je pourrais citer là. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton livre. Je trouve que c'est utile. En fait, il y a un peu des modes dans l'engagement et on a un peu ce sentiment parfois que le féminisme, ça a été la mode au moment de MeToo et que maintenant on est passé. Et quand j'ai lu ton livre, ça m'a fait du bien de me remettre dans une lecture où on refait un constat sur les chiffres. Enfin, vraiment, si vous voulez aller plus loin que Femme Corpo, lisez ce livre. Parce qu'il y a vraiment un bon constat de où on en est dans la société. Et j'ai trouvé que tu étais assez radicale et assez pessimiste d'une manière. Okay. Alors, pas sur les solutions, mais sur où on en est, quoi. En fait, peut-être que j'avais un biais avant, j'avoue, où je m'attendais, ouais, on a vachement progressé, c'est trop bien tout ce qu'on a fait et tout. Tu le dis aussi, mais tu montres aussi qu'on est quand même loin de l'égalité. Et alors, ça m'a fait penser, je rentre dans un sujet un peu plus sensible, mais ça m'a fait penser à des paroles de la militante Eva Sadoun, qui fait un podcast sur le care, le soin. Et elle dit, une femme aujourd'hui, elle a 3 options. La première, c'est de prendre soin, mais être sous le contrôle de quelqu'un qui ramène l'argent. Le deuxième, c'est d'être indépendante et d'embaucher des personnes pour prendre soin que tu risques toi-même de précariser un moment dans ta vie. Et la troisième, c'est de travailler et prendre soin en même temps, mais c'est toi qui perds et qui finis en burn-out. Ouais. Et j'ai trouvé ces paroles, enfin je les ai prises un peu personnellement parce que voilà, je me suis dit quel choix je vais faire entre les 3 et est-ce que dans tous les cas, il n'y a pas une mauvaise issue, quoi. Enfin, c'est pas il y a aucune happy end possible. Toi aussi, tu fais ce genre de comparatif sur les femmes, la carrière, le bonheur, le soin.
On en est où pour toi là-dessus? Non, mais d'abord, j'aime beaucoup ce que fait Eva Sadoun. Voilà, comme, en tant qu'entrepreneur, je trouve qu'elle change aussi, elle contribue à révolutionner pas mal de choses. Cette question, elle est hyper intéressante. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il faut révolutionner les modèles de réussite. Parce qu'aujourd'hui, en gros, tu peux être Sheryl Sandberg ou une tradwife américaine. Et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de juste milieu. Et on considère que tu as réussi si tu as sacrifié des choses, si c'était dur, etc. Et moi, je veux pouvoir aussi rentrer chez moi, passer du temps avec mes enfants ou juste, pas forcément être avec mes enfants d'ailleurs. Je veux pouvoir sortir, aller faire une soirée avec des amis, etc. Et aujourd'hui, c'est pas dans ces modèles-là. C'est pour ça que ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment réinventer nos modèles de réussite. Je vous donne un exemple sur les femmes très jeunes ou les femmes au-delà de 50 ans dans la carrière en entreprise. Quand vous êtes très jeune, on vous confie aucune responsabilité dans une entreprise. Moi, quand j'avais 19 ans, j'étais chez Havas, j'étais assistante média, j'avais vachement d'idées. Et à chaque fois, en fait, comme j'étais que assistante média, mes idées, on ne les écoutait pas. J'avais dit à ma boss, je voudrais monter un blog qui s'appellerait Maman Travail, où on parlait. Elle m'avait dit, en fait, les femmes prendront jamais la parole sur Internet. Bien joué avec MeToo. Les blogs, ça ne mènera jamais à rien. Ça m'a mené au gouvernement. Et du coup, j'ai fini par démissionner pour monter ma boîte et monter mon agence parce qu'on ne m'écoutait pas. Et de la même manière, je vois des femmes au-delà de 50, 55 ans, on va leur dire qu'en fait, si elles avaient dû faire un jump dans leur carrière, elles l'auraient fait avant. Et donc, la carrière n'est pas exponentielle. Et je pense qu'on devrait vraiment réfléchir parce que c'est particulier, me semble-t-il, pour les femmes, et valoriser à tout âge et pas seulement se dire que tu peux prendre des responsabilités entre 30 et 45 ans. Surtout quand on est une jeune femme et je pense qu'on s'impose en entreprise, les gens ne comprennent pas parce que déjà on est jeune. Ouais. On se dit mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est jeune, d'où elle prend la parole? Et grand 2, c'est très vite de l'arrogance en mode mais en fait pour qui tu te prends? Non seulement t'es une jeune, en plus t'es une femme, donc reste à ta place ma poulette, tes idées ce sera dans 10 ans quand tu prendras un job stratégique, quoi. J'écoute toujours ce que disent mes stagiaires. D'abord, et au pot de départ d'un de mes stagiaires, je lui ai dit, en fait, je suis contente de faire le pot de départ de mon futur patron. Et il avait compris, je lui ai dit, en fait, mécaniquement, il y a un jour où votre carrière fera ça et la mienne fera ça. Dans 20 ans, on va se recroiser, vous vous souviendrez que vous avez été mon stagiaire, je vous donnerai un CV, je vous demande de penser à moi à ce moment-là. C'est la théorie du dessus-dessous, je veux dire, nos carrières se croisent et il y a des moments où voilà, on va se croiser. Donc ton stagiaire d'aujourd'hui, c'est peut-être ton patron de demain. Et dans ce thème des carrières qui se croisent, toi, tu épaules 40 femmes. 40 femmes qui un jour, potentiellement seront PDG du CAC 40. Raconte ce que c'est que Active en détail. Alors, c'est une ONG que j'ai montée pour soutenir la réussite des femmes, en considérant qu'effectivement, il y a des lois qui ont été faites, et je pense avoir fait des lois quand j'étais ministre, mais je vis dans la vraie vie, donc je sais très bien que l'égalité femmes-hommes, et j'en pâtis, et mes filles aussi, et mes amis, l'égalité femmes-hommes n'existe pas aujourd'hui dans le monde économique. Il y a une égalité très théorique, mais pas réelle. L'idée, c'est que quand j'attendais ma fille, il y a donc presque 18 ans, il y avait 2 femmes patronnes du CAC 40. Et aujourd'hui, je regarde, elles sont 3 femmes patronnes du CAC 40. Ça veut dire qu'on en a une en plus par génération. Donc quand je serai grand-mère, il y en aura 4. Quand je serai arrière-grand-mère, il y en aura 5. Et quand je serai plus de ce monde, on sera à 6 sur 40. Et je ne sais pas si on considérera que c'est incroyable d'en avoir 6 sur 40. D'ailleurs, le World Economic Forum a calculé qu'on va atteindre l'égalité femmes-hommes dans l'économie en l'an 2234. Donc c'est quand même dans longtemps. Et comme je suis quelqu'un d'impatient, voilà, il y a une phrase qui m'insupporte, c'est tous les boards qui disent « on aurait adoré nommer une femme, Marlène ». Hélas, on n'en a pas trouvé. Donc moi, je trouve que la femme que tu n'as pas trouvée, c'est la femme que tu n'as pas cherchée. Donc, avec ces 50 femmes du board d'Active, on crée le Next Woman 40. J'ai créé un jury avec des patrons du CAC 40, par exemple Ross McInnes, le CEO de Safran. Il y a une femme chasseur de tête, Alexandra Alberti du cabinet chasse de tête, Éric Salmon. Il y a Mathieu Gallet, le président du Conseil des Échos. Je vais oublier des gens, je me suis lancée dans la liste. Fabienne Arata, la patronne de LinkedIn en France. Edwige Chevrillon, journaliste économique BFM Business. L'Oréal est représenté autour de la table. Enfin, en gros, on a tout un panel. Mathias Léridon, président de Tilder. Et en fait, on a eu à peu près 450 candidatures. On les examine et on regarde vraiment factuellement, comme si on était en situation de recrutement, qui sont les prochains les prochaines patronnes du CAC 40. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a fait 3 sessions là, et on va continuer, de voir qu'en fait, il y a plein de femmes dirigeantes en France, talentueuses, compétentes, et qui méritent d'être mises en avant. Et moi, je voulais vraiment faire une ONG, pas pour moi, pour être porte-parole d'un truc, mais vraiment pour concrètement mettre en avant ces femmes. Et c'est un combat masculin et féminin, a priori, parce que du coup, tu as intégré des hommes justement dans ce truc de recrutement. Donc, tu penses que le combat pour les femmes se fera main dans la main avec les hommes? Complètement. D'abord parce qu'on n'a pas le choix, parce que le pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui l'ont.
Donc, si on veut pas se les antagoniser totalement, il faut que les hommes soient avec nous. Ensuite, parce que je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont vraiment envie de faire des choses. Tu vois, autour de la table, ils sont hyper, que ce soit Mathieu Gallet, Mathias Héridon, Ross McInnes, ils sont pleins de volonté pour faire en sorte de vraiment soutenir les femmes. Je veux dire, ils viennent eux aussi bénévolement passer du temps autour de la table pour aller dénicher les femmes à même d'y arriver. Et on est sous le haut patronage du président de la République qui va les recevoir à l'Élysée, un peu pour les introniser. Et moi, mon espoir, j'aurais réussi si certaines femmes de ce Next Women 40 deviennent vraiment patronnes du CAC 40. Et en vrai, les critères qu'on a pour les femmes sont plus difficiles que pour les hommes. Parce que parfois, on me dit, il faut qu'elle parle anglais, il faut qu'elle ait un rayonnement médiatique, il faut qu'elle ait un PNL, il faut qu'elle ait fait ses preuves économiquement. Mais les hommes du CAC 40, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Hein. Ils ne sont pas médiatiques. Je suis très curieuse de les entendre parler tous anglais. Je suis pas sûre qu'ils aient tous un accent formidable. Ils n'ont pas un rayonnement incroyable. Et certains n'avaient pas de PNL. Ils venaient du secteur des finances ou de secteur support. Et ça les a pas empêchés de devenir patron du CAC 40. Est-ce qu'il y a eu des moments, des souvenirs dans ta carrière où tu as été confrontée à des situations de sexisme en particulier? Alors oui, je me souviens d'une fois, plutôt sur chantier. Alors après, il y a eu d'autres expériences, mais je me souviens d'un matin où je suis arrivée très tôt sur le chantier et où un partenaire arrive en me disant « Bonjour, j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous avec quelqu'un, mais j'ai pas son nom, c'est pour s'occuper de je sais pas quoi. » Bon, la personne, je lui dis « Écoutez, moi j'ai rendez-vous avec quelqu'un, mais je suis pas sûre que ce soit vous. Attendez que l'équipe arrive. » Finalement, il tombe sur mon patron. Et il lui dit, je suis arrivée ce matin, je suis arrivée tout à l'heure, mais avec votre assistante qui était là, et moi, j'ai rendez-vous pour telle partie du chantier. Et il lui dit, alors, vous avez rendez-vous avec elle, en fait, et c'est pas du tout l'assistante. Je vous conseille de pas la prendre pour l'assistante, ça va pas bien lui plaire. Donc, il y avait réellement ce stéréotype, quoi. Et donc, on en a ri après, mais non, j'ai eu des remarques, par contre, un peu liées aussi à mon origine, parfois. Tu vois, j'ai le souvenir d'un de mes sous-traitants qui venait d'Auvergne. On peut aussi se dire que moi, je crois beaucoup que les préjugés sont liés au fait à la méconnaissance. Bien sûr. Et qui, je me souviens, m'avait dit une fois, mais dis donc, vous parlez drôlement bien pour une... vous parlez bien français pour une... Pour une... vous m'avez compris, pour une... Non, j'ai pas compris. Je voulais être sûre, tu vois, je me suis dit, c'est ce qu'il est en train de me dire. Et donc, il me dit, pour une arabe, quoi. Je dis, ah. Alors, en fait, on va repartir. L'arabe, elle est française, elle est née en France, j'ai fait l'école de la République. Et en fait, finalement, il était presque touchant. Il disait, ah bon, mais en fait, j'en avais jamais vu. Ouais. Donc, je lui dis, c'est pas grave, mais vous verrez, il y en a plein. Et en fait, on parle bien français. Ça va bien se passer. Et quand on se prend une réflexion comme ça, un peu discriminante, pour toi, c'est quoi le meilleur moyen de défendre ses intérêts, la bonne manière de réagir, si tu devais donner un conseil là-dessus? Si je devais donner un conseil, c'est de ne pas faire semblant de ne pas avoir compris. Il faut jamais garder pour soi, moi, je trouve, ces phrases-là, parce qu'en fait, elles restent là, elles heurtent, et quand elles s'accumulent, elles font beaucoup de mal. Donc, il faut savoir les prendre et puis surtout y répondre. On n'est pas obligé de s'énerver, de crier, d'appeler au racisme au effort à chaque fois. Mais d'extérioriser. Mais par contre, il faut extérioriser et puis il faut expliquer. Et c'est pas mal d'ailleurs des retours qu'on a, je trouve, des différentes femmes corpo sur le fait justement d'extérioriser. Mais bon, moi je trouve qu'il faut du courage pour extérioriser. C'est pas un truc hyper intuitif de dire attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je sais pas, tu l'as puisé où toi ton courage pour faire face à ça et pour réussir à prendre ta voix et à dire ce que tu pensais? En fait, je crois que le fait d'avoir grandi, alors j'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans des quartiers dits QPV, et je crois que tu vois le fait QPV, aussi... c'est quartier prioritaire de la ville pour nos auditrices et nos auditeurs. D'accord, QPV. Et donc, je crois que d'avoir vu aussi la disparité sociale, finalement, au-delà de la disparité ethnoculturelle, tu te rends compte qu'il y a un moment où c'est un peu cette notion de combat. D'ailleurs, je me souviens, j'ai un ami qui un jour me disait c'est un champ lexical qui est en toi. Mais parce que oui, la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Et encore, j'estime être tout de même chanceuse parce qu'il y a toujours, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Donc, l'idée, c'est pas de se comparer forcément. Mais tu vois, je pense que j'ai puisé cette force dans le fait de me dire, mais en fait, si tu vas pas chercher les choses par toi-même, pour toi-même, elles vont pas tomber tout cuit dans la main. C'est évident. Donc, vas-y, ose. Et puis, je crois que j'ai compris aussi assez vite qu'il fallait que je sois à l'aise avec toutes les composantes de ce que je suis. Tu vois, femme, issue des quartiers prioritaires de la ville, d'origine marocaine, enfant d'immigrés, musulmane, et fine, tu vois. Tout ça, ça me constitue. Et avant tout ça, au-dessus de tout ça, je suis d'abord une citoyenne française, quoi.
Et ça, c'est un marqueur, c'est un truc très fort. Et en fait, tu peux être d'abord citoyenne française et être après tout ça à la fois, quoi. Et ça marche, en fait. Mais tant qu'on n'est pas bien dans ses pompes, c'est hyper difficile d'oser. Et c'est quoi tes conseils pour les jeunes femmes qui évoluent dans des milieux professionnels un peu compliqués, type les transports, le BTP, etc. D'abord, c'est de se dire que être une femme, c'est pas un désavantage. En fait, il faut se le dire, il faut le poser, il faut le sentir, tu vois, au fond de soi-même, quoi. Ce qui est pas simple, hein. C'est ça que tu dis? Pas facile. Bien sûr, pas facile. Mais c'est un état de fait. Alors après, tu as aussi ceux qui peuvent te dire, et c'est pas tout à fait faux, on est tellement en retard sur le nombre de femmes dans ces milieux-là, qu'en fait, on est aussi en quête d'aller les chercher. Alors, on va toujours croiser un homme pour te dire, ah bah super, elle répond au quota, quoi. Ben en fait non, on peut laisser dire, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est se dire, j'ai travaillé pour, j'ai la compétence pour. Et nous, il y a une espèce de truc quand même qu'on traîne souvent, c'est le syndrome de l'imposteur, quoi. Donc comment on fait pour gentiment le laisser derrière? Et ça, c'est la société, hein, c'est une question que je me pose souvent, moi, avec des copines, c'est de dire, mais pourquoi on traîne plus que les hommes, en fait? Je sais pas si c'est vrai, parce que en fait, j'ai quelques copains qui disaient, nous aussi, on l'a. C'est juste que nous, on le dit pas. Bon, donc peut-être qu'on a intérêt à moins le dire et qu'on le ressentira moins, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est de se dire d'abord, c'est pas un problème. Je suis une femme et c'est très bien. Et puis, si j'ai pas envie que ça change, en plus, ça ne va pas changer. Donc à partir de là, j'y vais. Je pense qu'il faut essayer aussi, et ça a été un marqueur. Et d'ailleurs, c'est toi qui le disais, Juliette, c'est, tu vois, de trouver des mentors. Moi, je me rends compte que j'ai quelques mentors, en fait, extrêmement bienveillants, tu vois, très honnêtes, et des gens à qui tu peux, en toute confiance, tu vois, poser tes doutes, tes questions. Et en fait, ça, faut pas hésiter à aller les chercher. Ouais. C'est qui vos mentors, Julia et Flora? Est-ce que vous en avez d'abord? Flora est un peu un de mes mentors, je vais pas vous mentir. Arrête, n'importe quoi. Non, Flora est un pilier. Non, mais c'est vrai que nous, on se conseille et on tire s'épaule énormément vers le haut, beaucoup. mais en personnes plus âgées d'une autre génération, etc. Moi, je dirais, c'est une réalisatrice de films, mais qui n'est pas du tout dans mon domaine, mais en tout cas à qui je parle beaucoup, qui s'appelle Lisa Azuelos, et qui a un regard sur les femmes, je trouve, assez intéressant. C'est clair. Et donc, j'aime discuter avec elle. Ouais. D'accord. C'est compliqué parce que j'ai pu en avoir différents selon les moments et les périodes, mais je trouve que on est quand même dans un moment de bouleversement de société et que les mentors qui voyaient les choses d'une certaine manière parce qu'ils ont évolué eux dans leur carrière à un autre moment où la société en était à un autre moment, notamment sur les sujets qui m'intéressent, à savoir l'hybridation entre le corporate, le politique, le médiatique, l'associatif, etc. C'était pas forcément leur code et je trouve que on est un peu à l'aube de quelque chose de nouveau et que du coup c'est pas forcément c'est pas toujours facile de trouver des conseils pour suivre une voie alors qu'il y a plus de voie forcément. Il y a plus une voie en tout cas. Voilà, forcément évidente. Voilà, moi je trouve que c'est difficile à ce niveau-là. Après, je parle avec plein de gens très bienveillants qui m'aident beaucoup, donc c'est formidable. Mais c'est aussi parce que toi, tu es à la jonction de plein de voies, en fait, et c'est probablement plus compliqué que la jeune fille qui est dans le corporate et qui a envie, tu vois, de tracer... Enfin, je crois que pour faire avancer notamment le sujet des femmes en entreprise, on doit travailler sur toutes ces voies en même temps. Parce que, comme tu le dis très justement, la sensibilisation, c'est pas un petit sujet. C'est pas le DRH qui a une queue de budget à la fin de l'année et qui dit super, on va faire une conférence, comme ça a pu être souvent le cas. Bien sûr. Ça va beaucoup plus loin, c'est une démarche qui est beaucoup plus systémique. Ouais. Et donc, quand elle est tout ce qui est systémique, par définition, doit passer par le politique, passer par le corporate, passer par les associations. Pareil, tu vois, sur l'égalité des chances, on voit qu'il y a beaucoup d'argent public qui est mal utilisé. Et par contre, il y a beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire qui sont mal financées et mal dotées. Et donc, tu te dis, il y a de l'argent dépensé, mais au mauvais endroit. Et il y a des structures qui ont la bonne méthode, mais qui n'ont pas d'argent. Pourquoi c'est pas cet argent qu'on donne là? Et je pense qu'aujourd'hui, même une femme corpo qui est dans sa carrière et qui n'a pas une vocation militante ou politique, en fait, quand tu es par exemple la seule femme d'une réunion, c'est politique, c'est militant. Et donc, on pose parfois à nos invités la question, quand tu es la seule femme en réunion, comment tu fais pour t'exprimer? C'est quoi tes conseils pratiques, etc. Oui, mais en fait, elle doit être allée avoir écouté un podcast, avoir suivi certaines conférences pour avoir les outils. Donc, voilà, pour moi, tout ça est à 360 et on doit aider les gens à développer la conscience du 360, je pense, pour les aider à être plus performants
dans leurs objectifs sociétaux, que ce soit être une femme qui devient Bien sûr. dirigeante ou être issue de la diversité et devient dirigeant. Voilà. Et c'est ce qui va leur donner confiance. Donc c'est en ça fait. le chemin pour Tu moi. vois, c'était intéressant. Je trouve que l'exemple de la Réunion, c'est une autre anecdote, tu vois. C'était il y a quelques temps maintenant, pas loin d'une dizaine d'années. J'étais la seule femme à une réunion. Et mon patron, on n'était pas d'accord sur un point, mais comme ça peut arriver, et c'est pas, enfin, il y avait rien de dramatique du tout. Mais je dis, bah là, moi, je pense que. Et il me dit, non, mais ma belle. Je me dis, bah, sympa. Sympa. Je vais vous expliquer. Et donc, je lui dis, bah, je vous écoute, mon beau. Et là, tout le monde s'est réveillé. Les types me regardent en me disant, je sens dans les yeux, elle est folle. Et il me dit, pardon? Ben, je lui dis, bah, je sais pas, vous m'avez dit ma belle, du coup, je vous dis mon beau. Non, mais il me dit, c'était pas méchant. Ben, je lui dis, mais moi non plus, ça n'est pas méchant. Oui, mais. Ben, je lui dis, mais quoi? Bon, bah, Najwa. Eh ben, je lui dis, bon, bah, X. Ah, et bon, voilà, donc, mais en fait, il avait pas, tu vois, c'est pas méchant, mais en fait, on l'a tellement entendu. Non, mais grave. Tu vois, c'est comme la petite blague qui va bien, qui est ou sexiste à chaque fois ou raciste, un peu sur border, et où les nombres de fois où j'entends, oh mais t'as pas d'humour, franchement. On peut rien Ben te non, dire. on peut rien te dire. On peut pas rire. Enfin, je veux dire, on peut rire de tout. Non, bah non, on peut pas rire de Tu tout. parles avec tes émotions. Tu vois, et ouais. Alors, pour conclure, il faut que je te pose une question très, très essentielle. Est-ce que pour toi, les femmes corpo ont plus à perdre ou à gagner d'avoir une grande gueule en entreprise? Waouh. Voilà, il y a débat sur cette question. Mais Il y a débat. il y a un mais. Ok. Par contre, il est impératif qu'elles aient, et volontairement, je vais utiliser ce mot, une putain de confiance en elles. Et ça change tout en fait. Dès lors qu'on a confiance en soi, qu'on pose les choses et qu'il y a une forme d'irréprochabilité, alors honnêtement, pas besoin d'utiliser la grande gueule. Par contre, on dit les choses. Ce qui est un peu différent pour moi, tu vois. Mais surtout que dans la grande gueule, il y a un aspect qui est parfois un peu négatif, en mode celle qui l'ouvre tout le temps, qui débat tout le temps, sans que ce soit forcément approprié. Donc je pense que Tu vois, la grande gueule, c'est un peu la militante à Voilà, tout va, celle qui va exactement. sauver la veuve et l'orphelin. Moi, quoi. Grave. Mais c'est pas grave, je suis pas une femme corpo, donc tout va bien. Tu vois, mais je l'ai longtemps été, tu vois. Et tu te rends compte que tu peux y laisser quelques plumes. En revanche, si t'es droite dans tes bottes, que tu sais quand même que t'as raison, il y a des sujets qu'il faut jamais laisser passer, jamais. La blague sexiste, jamais elle passe. La blague raciste, jamais elle passe. Tu vois. Et ça, je trouve quand même que je mets aussi le bémol sur sauver la veuve et l'orphelin. Tu peux pas toutes les sauver. En revanche, quand il y a une scène avec quelqu'un que tu sens plus fragile sur le sujet et qui n'a pas encore le courage ou l'audace de répondre, je pense qu'il est de notre devoir de le faire. Et en fait, je me dis, avoir fait tout ça pour ça et pour regarder l'autre, s'en prendre un peu plein la figure et dire, bah écoute, quand on en reviendra, tu seras plus grande, bah ça non quoi. Ça, moi, je rentre le soir, je sais pas me regarder dans le miroir en fait. Bah, pour moi, le plus grand conseil qu'on pourra toujours donner, c'est de se mouiller pour les autres. Ouais, je pense que c'est essentiel. On arrive à Et il y a rien. peu de gens tout qui seul. le font. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Et le risque est parfois difficile à prendre pour soi, donc il Ouais. est encore plus difficile à prendre pour les autres, mais il est nécessaire. Mais dès lors que ce qu'on dit, en fait, ou ce qu'on fait n'est pas critiquable, en fait, il faut le faire. Faut le faire. Et je défie après qui que ce soit qui assiste à la scène de dire oh, franchement, Flora, t'aurais pas dû défendre Juliette, quoi. Je veux dire, l'autre, il lui a juste dit franchement, et qu'est-ce qui se passe tu pleures c'est quoi enfin, j'en suis là. C'est ton côté nana, c'est ça? T'es trop émotive? Je demande à voir comment réagiront les gens. Quoi. Mais ça demande de la confiance. Oui, bien Donc, sûr. On en revient à la confiance au Beyoncé. Il faut se sentir Beyoncé tous les matins. Et pour se sentir Beyoncé, tu vois, si j'avais un vrai conseil à donner, c'est on n'est pas Beyoncé toute seule dans son coin. On est Beyoncé parce qu'on est plusieurs. On est Beyoncé parce que on voit d'autres cercles politiques, associatifs, parce qu'on s'alimente en fait de plein d'exemples de la vie quotidienne et de gens normaux en fait. Nous quatre, on est des nanas normales. Et pourtant, on est là, en fait. Donc, mais c'est parce qu'on existe ensemble, en fait, que ça marche. Ouais. Le collectif. Ça, c'est un conseil aussi qui revient, je trouve, souvent dans Femmes Corpo, et c'est un des plus importants, c'est vraiment voilà, le collectif et la sororité, quoi. Et je pense qu'effectivement, dans les médias, c'est possible, il faut prendre les micros, voilà. Donc, moi, à la limite, j'ai pas de conseils à donner, mais j'ai envie de dire à tout le monde, prenez votre place, affirmez-vous, mettez un pied dans la porte, de temps en temps, gueulez, rigolez, et puis les choses bougent quand même au fur et à mesure. C'est pas un peu féminin au vu de ta carrière de nous dire que t'as pas de conseils à donner?
Je sais pas, c'est ma personnalité en tout cas. Ouais. Moi, les 2 fois où j'ai annoncé le fait que j'étais enceinte, les 2 fois on m'a claqué la porte à la figure, hein, quand même. En me disant, genre... Mais attends, parce qu'à ce moment-là, t'es toujours chez... T'as déjà annoncé 2 fois que t'étais enceinte? Oui. Et comment on t'a claqué la porte à la figure? Je voulais te dire, je vais être enceinte. Ah ok, clac. Ah oui. La question était plus, comment ça va se passer quoi? Oui, c'était pas félicitations. Non, mais... Ah ouais. Alors ça, moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé il y a l'année dernière. Donc ça arrive encore. Moi, je gère beaucoup de femmes. Moi, j'augmente des femmes en congé maternité maintenant. Oui, C'est fou. ça, c'est compliqué parce que elle, vraiment, ça a été dur. Elle lui a dit, mais t'es folle, t'aurais pu me dire avant que tu prévois. En fait, elle a une espèce de manager en burn-out. Du coup, elle lui a dit, mais comment je vais faire sans toi? T'aurais pu me prévenir que t'avais ce projet. Et elle lui dit, non. Oui. Elle était débordée. J'avais pas prévu de dire à ma boss que je envisageais de faire un enfant avec mon conjoint. Enfin, tu vois, c'est ma vie. Bien sûr. Et en fait, c'est dur parce que c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui chamboule quand même beaucoup, surtout quand c'est une première grossesse. Donc quand ton boss, que tu admires quand même un peu, parce que dans le cas de mon amie, elle admirait, c'est sa boss quoi, du quotidien, et pas contente pour toi, bah, du coup tu te demandes si c'est la bonne décision. Enfin, ça remet presque en cause ton choix. Ça remet en question ta grossesse qui est déjà en cours. Donc c'est hyper difficile en fait. Et t'es restée. Enfin, Ah bah tu t'es même pas dit... Non, je me suis même pas posé la question. t'as encaissé quoi. Bah, premier enfant, Anna, ok, ils m'ont regardé t'es sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Non, mais par contre, Voilà. Et la deuxième, c'était pareil. Mais la deuxième, je me souviens vraiment, il a claqué la porte et tout. Je me dis, putain, c'est quand même violent. Quoi, ah ouais, claquer d'accord. la porte. T'as pris combien de temps de congé maternité? Donc, j'ai pris le minimum. J'ai pris 3 mois. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu étais DG et que du coup, ensuite présidente, de ce que je comprends. Oui, tout à fait. Et que du coup, c'était compliqué de manager des gens plus jeunes. Plus âgés. Plus âgés. Et surtout aussi peut-être des hommes, je sais pas. Comment tu as géré ça? Comment tu as géré le fait de manager très jeune en tant que femme, une équipe, une grosse équipe, hyper hétérogène, quoi? J'ai pris tous les murs. Ça force l'apprentissage. Ah ouais, j'ai pris vraiment tous les murs. Et consciente que je les prenais. Okay. Mais bon, je l'ai fait. Voilà. Et j'ai trouvé ça franchement hyper intéressant même de pouvoir vous le raconter. C'est pas grave de se prendre les murs en fait. Parce qu'en plus, on peut pas imaginer qu'on va se les prendre parce qu'on les anticipe pas, parce qu'on les connaît pas. Parce qu'on apprend tout à ce moment-là. Donc là, DDB, en fait, donc les 2 autres me poussent, je prends la présidence, DDB me nomme, enfin, ils sont très contents, tout ça, ça se passe très bien. Ça s'est toujours très bien passé avec les actionnaires, en fait, avec même le board de DDB. C'était moins facile avec les 2 autres qui ont commencé à prendre ombrage une fois que j'ai été présidente. Donc les murs, c'est quoi? Quand on est jeune manager, il faut se faire coacher. Il faut vraiment se faire coacher parce que il y a des codes, il y a vraiment des codes. Les gens n'ont pas demandé à ce que tu deviennes leur manager quand c'est une mobilité interne. Alors ça c'est la deuxième chose qui est compliquée, c'est la mobilité interne parce que d'un seul coup tu étais là, puis tu es là, et puis pour quelle légitimité fait que quoi en fait. Les collègues au même poste. Alors les collègues au même poste, comme ils m'avaient dit c'est toi, bon c'était quand même réglé, mais ceux qui étaient en dessous. Mais en fait, elle était DG, comment ça se fait qu'elle est présidente? Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est compliqué. Alors, il faut se faire coacher parce que souvent, le costume est assez grand, un peu trop grand, et il faut pouvoir l'habiter. Et il y a le premier travers, c'est trop directif. Très, très directif. Parce que, très stressé, donc avoir envie que les choses avancent vite, clairement, précisément. En tout cas, moi, c'est type de management que j'avais à ce moment-là. Je ne vous écoute pas, on avance les gars. On avance, on a tel objectif, il faut reforecaster, il faut arriver avec tel pourcentage de profit. Enfin voilà, c'était... Donc les 2 autres, pas du tout OK avec l'histoire de c'est trop directif maintenant. Et en dessous, ne comprenant même pas. Et en plus, ils aimaient tous beaucoup le président qui était parti. Voilà, donc il y a eu un mélange... L'enjeu de remplacer aussi. L'enjeu de remplacer, qui n'est pas du tout facile. J'étais une femme, c'était un homme. Il était très charismatique, volubile, très dans le discours. Je suis tout l'opposé. Je suis très dans il faut la tâche, le résultat, l'efficacité. Donc là, waouh. Bon voilà. Donc là, ça a été. Donc j'ai fait un acte hyper fort avec le premier DGA. Je l'ai eu en entretien d'évaluation du coup.
Qui était donc ton co-DG qui était mon avant. co-DG à l'époque et qui Ah ouais, m'avait demandé voilà. de devenir sa présidente. Ouais. Et je l'ai évalué et je lui ai dit, il me dit, bon, bah, tu vas m'augmenter de ça, on va faire comme ça, enfin, genre, un petit Ouais. arrangement entre amis, là. Et je lui dis, oui, si tu arrêtes de me pourrir ma réputation dans l'entreprise. Droit dans les yeux. Excellent, ça. Ok. Et là, il m'a dit, mais comment ça? Je lui ai dit, tu t'arrêtes, tu évolueras, tu t'arrêtes pas, tu n'évolueras pas. Bah ouais. Déjà, Bah un non, culot mais oui. légendaire. Très tôt. Sans filtre, Bah plutôt faire, sans filtre. en Et vrai. qu'est-ce qu'il a dit? Il était abasourdi. Mais ça a créé un précédent de... Bah oui, de En fait, rupture. elle a de l'autorité. Pas de respect, mais je pense de autorité de, OK, bah vous avez dit ça se passe comme ça, c'est fini. Donc il y a eu ça. Il y a eu beaucoup de messes noires de leur côté, genre elle n'y arrivera pas, elle ne sera pas capable de le faire et tout. Et je les ai convoqués un jour à dîner et je leur ai dit, en fait, stop, vos histoires à droite, à gauche, vous m'avez demandé de le faire, je le fais, je l'assume, je me prends toute la responsabilité du truc, ça suffit. Donc vous êtes content, tant mieux, vous n'êtes pas content, hop, vite, Et le monde de la communication, c'est quand même un monde où il y a beaucoup de femmes, où je me trompe. tu te trompes pas. Et en plus, tu bosses dans une boîte où il y a aussi beaucoup de femmes. Oui. Quel regard, toi, tu as sur les relations entre femmes? Est-ce que tu trouves qu'il y a une vraie sororité? Au contraire, tu trouves que parfois on se tape un peu dans les pieds? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté dans Femme Corpo, mais moi, les retours les plus durs que je me suis pris des concours d'éloquence, ça a toujours été par des femmes, mais vraiment Ah oui. tout le temps. Ouais. Et des retours hyper durs, la robe, regardez mademoiselle, parce que j'avais les bras croisés, vous êtes incapable de recevoir la critique, enfin, il fallait une femme en finale. Enfin, je n'ai que eu des retours vraiment extrêmement négatifs de la part de femmes. Du coup, je me dis, à la fois, en effet, et on vise ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de sororité et de solidarité entre les femmes, et à la fois, je pense qu'aussi dans le monde de l'entreprise, potentiellement que parfois on se casse un peu du sucre les unes sur les autres ou pas? Dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, pas du tout. Je le vis pas du tout comme ça, je le vis, alors c'est sororité extrême, c'est hyper intéressant, c'est aligné professionnellement, aligné humainement sur les valeurs, mais c'est des cas, j'en suis très consciente, ultra exceptionnels en fait. Privilégié. Exceptionnels. Et chez du coup, tu nous as raconté un certain nombre d'anecdotes, mais est-ce qu'il y avait quand Je même t'ai de la... pas donné la meilleure. Ah, excellent. Et ben on est là pour l'écouter. Chez bah déjà, il y avait quasiment que des hommes, on était 2 femmes, 3. Il y avait 11 agences, on était 3 femmes. Donc le reste des mecs. J'étais évidemment la plus jeune parce que j'avais 30 ans. Et alors tous les lundis matins, en fait, on se retrouvait dans une espèce de grande salle, hyper intéressant parce qu'on se voyait du coup tous les présidents se voyaient tous les lundis matins. Et on échangeait les business, sur quoi on était, et on faisait du cross-business. Et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où j'ai pu faire ça et c'était très riche. Il y a eu une des 2 autres femmes qui m'a dit, Aurélie, tu es au milieu d'hommes, je te le dis, il faut que tu choisisses ta posture. Je venais d'arriver au milieu d'eux et elle m'a dit, tu sais, c'est pas très compliqué. Soit tu es enfant, soit tu es séductrice. Ah, je croyais que tu allais me dire soit t'es homme, soit t'es séductrice. Parce qu'il y en a qui en proposent de devenir des hommes aussi. Ouais, mais là, enfant, c'est particulier aussi. Ouais, c'était un Enfant rapport ou hyper chelou. séductrice. C'est-à-dire, soit ils te paternent, soit tu te mets sous leur aile et c'est paternaliste, Soit ils te sexualisent. soit ils te sexualisent. Je ne sais pas quel est le bon Quelle est choix. la troisième option, la pile Et je lui ai verte? dit, et toi, t'as fait quoi? Toi, t'as fait quoi? Et elle me dit, bah moi, écoute, c'est très simple. Je suis arrivée, j'ai demandé quelle était la voiture, le modèle de voiture qu'avait le président du groupe. Et j'ai pris le modèle au-dessus. Excellent, j'adore. C'est génial. Ah bah et oui. Et je lui dis, bon bah donc toi, t'as fait l'homme en fait. L'homme plus que l'homme. Voilà, exactement ce que tu dis. Et elle m'a dit absolument. Mais elle me dit, je regrette. Parce que finalement, on est très différents et j'ai pas envie de me battre à armes égales, enfin, qui ne sont pas égales. Et tout. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose que je voulais vous dire et qui est intéressante chez L'autre a été très intéressant. Il y a eu un des 2 DG qui un jour est venu me voir. Il m'a dit, écoute, voilà, moi, c'est très simple, je suis amoureux de toi. Ça arrive donc, aussi. C'est pour ça que je préfère le dire. Je suis amoureux de toi et si tu ne... Je vais pourrir ta réputation pour que tu partes parce que je ne peux plus supporter de te voir. Ouais, donc le même qui déjà te faisait une sale Ah, réputation. très toxique, ouais. Et qui t'a dit d'arrêter. Elle dit, c'est impossible, je ne peux pas. Donc moi, je ne peux pas t'avoir sous mes yeux, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, donc je vais faire en sorte que tu partes. Et c'est ce qu'il a fait? Bah non, parce que Je suis devenue présidente. Oui, J'étais non, mais déjà- Elle l'a viré. Non, mais même pas, j'ai rien fait. Je lui ai dit, écoute, je suis désolée, t'es mariée.
Voilà, moi j'étais en train de divorcer, donc il a dû sentir une fragilité chez moi et je dis mais ça a été une horreur. Après, ça a duré vraiment, son ambiguïté, doute, pétage de câble a duré 1 mois et après il est revenu à la raison. Mais ça a été des moments assez complexes. Ouais. Voilà, ça, c'est des situations aussi qui sont assez difficiles à gérer parce que finalement, il me demandait de régler son problème. Ouais, bah oui. Alors que toi, tu pouvais rien. Voilà. Et alors que moi, il n'était pas question qu'il se passe quoi que ce soit, donc voilà. Écoute, non, je pense que désormais, le monde est très compliqué. Et le monde de l'entreprise nécessite en fait, pour le coup, qu'on soit homme, femme, en fait une agilité, une capacité à s'adapter qui fait que c'est beaucoup plus proche d'un trail que d'un petit running et un petit footing du dimanche matin. La première femme corpo qu'on a reçue, Elisabeth Richard, elle nous racontait ses débuts il y a 20 ans, au moment où il découvrait, elle est chez Engie, au moment où il découvrait chez Engie qu'il n'y avait rien qui était fait sur le sujet de l'égalité professionnelle. Et c'est elle qui s'en est emparée alors qu'elle avait 25 ans et que, tu vois, elle était en début de carrière, c'était pas forcément intuitif de faire ça. Et du coup, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une histoire récente de la place des femmes en entreprise qui a en fait 20 ans. Toi, tu as vécu cette histoire dans tes différentes entreprises en temps réel, puisque tu étais aux manettes des ressources humaines ces 20 dernières années. Toi, comment tu as observé ces évolutions-là? Est-ce que pour toi, elles ont été assez en fait naturelles? Enfin, c'était le sens de l'histoire. Est-ce que il a fallu toujours se battre? Est-ce qu'on a fini les avancées? Est-ce qu'il faut continuer? Question large, mais intéressante. En gros, 20 ans Alors de ta d'abord, vie, moi j'ai eu la chance de travailler voilà, dans des groupes qui étaient plutôt avant-gardistes sur le sujet, que ce soit L'Oréal ou LVMH, c'est quand même des groupes qui se sont très vite emparés du sujet, et en plus qui sont dans des secteurs qui attirent naturellement les femmes. Le secteur de la beauté, le secteur de la mode, du luxe, c'est quand même des secteurs qui attirent beaucoup de femmes déjà. Donc il y a déjà un capital de femmes assez important. Ce qui est quand même pas le cas de tous les secteurs d'activité. J'imagine que chez Engie, dans le BTP, chez Total, enfin dans plein d'autres entreprises, ça doit être quand même des sujets plus complexes à gérer. Et oui, alors moi, ce qui m'a toujours, d'abord, ce qui m'avait beaucoup étonnée, alors là, on n'est pas dans le monde de l'entreprise, mais on est dans le monde de la politique, hein, quand il y a eu la loi sur la parité dans voilà, non, ça c'est dans les entreprises, les conseils d'administration, mais avant, il y a eu la loi, c'était dans les années 2000, époque Jospin, sur l'obligation pour les partis de présenter 50% de femmes sur leur liste électorale, sénatoriale, régionale, municipale, pas législative. Là déjà, moi j'étais choquée. J'étais choquée en tant que femme en me disant mais c'est pas possible, on n'a pas besoin d'avoir des quotas de femmes pour accéder à et être sur des listes. J'étais très choquée, j'étais plutôt contre cette idée de quotas. Force est de constater que ces quotas ont fait beaucoup de bien parce que bon, effectivement, c'était une forme de discrimination positive, mais ça a permis aux femmes d'avoir accès à des positions, à des mandats auxquels elles n'avaient pas accès auparavant. C'était un club fermé d'hommes. Et de devenir des rôles modèles, et donc d'attirer d'autres femmes, et donc de créer un cercle vertueux. Et même chose pour effectivement ce que tu disais, la loi Copé-Zimmermann, ça c'est 2011, hein, si je ne dis pas de bêtises, et là, qui a imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration. Déjà, je ne comprends pas pourquoi 40%, pourquoi pas 50%. Oui. Parce que l'important, c'est qu'il y ait un sexe qui ne dépasse pas 60%, mais ça peut être, pour l'instant c'est le masculin, mais ça peut être l'autre aussi. Ça protège les femmes comme les hommes. Ouais. Et là, on est à 46%, si je me trompe pas. Donc là, bon, j'ai toujours été étonnée de me dire il faut des quotas, mais en réalité, c'est assez vertueux. Et là, maintenant, la loi Rixin, où il faut avoir 30% de femmes dans les instances dirigeantes avant 2026 et 40% en 2030. Je veux dire pourquoi pas 50, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, voilà, je pense que la loi aussi soutient beaucoup cette évolution et fait que les lignes bougent, fort heureusement.
C'est Marlène Schiappa qui disait qu'on était plutôt avancé, enfin qu'on était un pays du Absolument. monde et plutôt avancé, La France est plutôt avancée. comme le droit du travail d'ailleurs. Ouais, sur ce terrain-là. Si on parle des filles et des femmes de manière générale, est-ce que toi, dans ta carrière ou les femmes que tu as accompagnées, est-ce que tu as déjà été confrontée à des blocages personnels qui t'ont empêché de saisir des opportunités ou de faire des choses ambitieuses ou audacieuses dans ta carrière? D'abord, moi, je suis beaucoup dans le doute. Je me remets beaucoup en question. Je suis toujours en train de douter, en me disant mais est-ce que je fais bien? Est-ce que ça, j'aurais pas pu le faire mieux? Donc voilà, c'est plutôt ma nature. J'étais ambitieuse parce que sinon, je serais pas là où je suis. Il faut être aussi honnête. Mais c'est vrai que je me souviens d'une fois où on m'a proposé, alors pas de prendre le job, mais d'être dans la course pour un job de directrice générale. Et je me suis dit ah bah non, ça c'est pas pour moi. Ah ouais? Bah oui. Ok. Et pourquoi? Et tu leur as dit bah non parce merci. que je leur ai dit oui, non. En fait, non. En fait, non, je vais pas me mettre dans la course parce que je me suis pas sentie prête à avoir toutes les compétences. Parce que là, on en revient toujours au fait que les femmes, à la fois syndrome de l'imposteur, et puis je ne prends un job que si j'ai 100% des critères. plus de 100% des compétences, alors qu'un homme, même si j'aime pas les généralités, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais quand même, se posera pas cette question. Mais tu as des regrets par rapport à ce refus? Non, j'ai pas de regrets parce qu'encore une fois, ce que je fais me passionne. Oui, bah non, mais grave. Non, mais... Voilà, donc j'ai pas de Excellent. frustration par rapport à ça et de me dire j'ai raté l'opportunité du siècle. Ok. Mais sur cette question de la compétence, est-ce que c'est pas les hommes qui devraient s'inspirer sur les femmes? Parce que est-ce que pour prendre un job, il faut pas être à 100% et voire plus de la compétence? Ouais. Parce qu'on voit aussi beaucoup d'hommes. Enfin, moi, j'ai une entreprise avec laquelle je travaille. Pour tout vous dire, il y a 2 hommes et une femme qui sont mes interlocuteurs. Et les 2 hommes passent 45 minutes à faire des blagues quand on a des rendez-vous. Et à la fin, la femme m'explique en 5 minutes les tenants et les aboutissants de manière extrêmement concrète, carrée. Et à chaque fois, ça me marque. Et du coup, j'ai décidé de leur dire, je leur ai dit, vous avez remarqué quand même que vous faites rien. C'est mes clients, hein, donc je me mets bien avec mes clients, c'est super. Bravo. Mais je leur ai dit, vous vous rendez compte à quel point vous faites rien et que elle tient le truc. Moi, je vais pas me déplacer pour venir vous voir. Pour faire des vannes. Elle a tellement bien bossé qu'il suffit qu'elle me fasse un petit mail et les informations seront claires. Et tu vois, et en fait, c'est elle qui est meilleure pour l'entreprise que eux deux, même s'ils sont très sympas Ouais, et qu'on bien passe sûr. du bon temps avec eux et que je les adore par ailleurs. Mais est-ce que les hommes ne devraient pas plus s'inspirer des femmes? Et est-ce qu'il n'y a pas quand on est DRH, des façons de faire ça, des formations, voilà, encourager les hommes à prendre exemple sur les femmes? Oui, enfin de toute façon, quand on nomme des hommes, on pense quand même qu'ils en ont les compétences. On nomme pas des gens, des hommes qui sont pas à la hauteur du job juste parce que ce sont des hommes. Mais il y a plein d'opportunités et de positions sur lesquelles c'est intéressant aussi de mettre des gens en stretch un peu, en tension par rapport à... Parce qu'ils ont un potentiel, ils n'ont pas encore la compétence parce qu'ils ne l'ont pas forcément exercé, mais on pense, on valide ensemble à plusieurs le fait que... et c'est comme ça qu'on les développe. Parce que si on donne des jobs à des gens qui savent déjà les faire, bah, on n'avance pas. Ils ne progressent pas. Donc c'est intéressant de mettre des personnes un peu en stretch, que ce soit des hommes ou des femmes, et c'est comme ça qu'on les développe et qu'on les fait progresser. Comment toi, tu as fait pour naviguer dans des milieux très politiques, que ce soit chez L'Oréal, chez Dior, on sait que dans les grandes entreprises, il y a quand même ce côté-là, et en restant à essayer de donner le meilleur de toi-même, en restant ouverte et pas en devenant, pas en participant à ce système qui broie un peu les gens? C'est difficile à répondre comme question. Je pense que d'abord, je me suis quand même endurcie. Il y a quand même des jobs que j'aurais pas pu faire plus jeune. Donc, je me suis endurcie, mais sans devenir dure avec les autres. Très fort. Et pour moi, faire de la politique, c'est pas un gros mot, dans le sens où, pour moi, faire de la politique, c'est défendre des convictions, défendre des points de vue, faire avancer des projets, faire avancer des idées, et trouver et convaincre les autres que c'est comme ça qu'il faut y aller, que c'est ça qu'il faut faire, etc. Et trouver tous les moyens. Et aller faire, s'il faut aller faire, entre guillemets, une campagne électorale
dans un groupe, dans un comité de direction, ben voilà, c'est l'enjeu et c'est intéressant. Et je pense qu'on peut le faire sans être un monstre et voilà, et sans agresser et sans détruire les gens qui sont autour de vous et à qui on s'adresse. Je pense que c'est pas impossible. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça, j'ai pas encore compris le ressort psychologique, pourquoi effectivement certaines femmes, alors soit il y a une fragilité personnelle, il y a une histoire personnelle qui fait qu'à un moment donné, elles sont dans cette posture, ont besoin d'être, j'allais dire, une caricature de certains hommes. Je pense que, ou d'être effectivement très dure, très agressive, faire souffrir. J'ai jamais compris quel était le ressort psychologique de ça. Quel est ton conseil pratique pour une femme corpo qui veut porter sa conviction, qui veut défendre un projet dans sa carrière, pour justement naviguer et se faire entendre? C'est quoi tes conseils pratiques pour faire de la politique en entreprise? Bah, comme toujours, hein, mais ça c'est un peu je dirais un conseil basique, hein, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est d'abord être à l'écoute de l'autre. À qui je m'adresse? À qui je m'adresse? J'ai envie de le convaincre sur ça. Mais lui, ça va être quoi ses intérêts, ses ressorts? Qu'est-ce que je vais aller chercher chez lui? Qu'est-ce que je vais faire résonner chez lui et qui va l'intéresser? Parce que si j'arrive avec ma vision et seulement ma vision et de lui balancer le truc comme ça en disant ah, voilà ce que je veux faire là, bon, ça peut marcher, mais c'est pas gagné. Et surtout parce que l'être humain, souvent, il y a une étude qui a été menée là-dessus, on écoute les gens pour répondre et pas pour vraiment écouter. On écoute les gens et en même temps, notre petit commentateur sportif, comme Voilà, j'aime l'appeler, on est en train de est déjà réfléchir à qu'est-ce qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais répondre, mais du coup, Ouais. on n'écoute pas vraiment l'autre. Et donc, il est vraiment difficile de se mettre à sa place. Et je pense que le dialogue est aussi une conversation silencieuse. Quand on parle en public, par exemple, puisque moi j'en parle, c'est parce que c'est mon métier, on a le sentiment qu'on est dans un rapport de dominant-dominé. Mais en fait, si on ne se met pas à la place de l'autre, si on n'écoute pas la personne qui est en face de nous, même si elle est dans une posture d'écoute, eh ben, ça va être problématique parce qu'on ne va pas pouvoir comprendre ses attentes et ses besoins. Une anecdote où au Ah, oui, contraire, c'est vrai. t'as dit quelque chose. C'est important. Voilà, je pense qu'on a tous une histoire à raconter. C'est important le concret. Moi, bien par sûr. exemple, il y a 3 ans, il y a un gars qui m'a dit j'ai envie de te racheter ta boîte, par contre, je te préviens, si tu fais un gosse, c'est hors de question. J'étais là. Et en fait, là où le truc a changé, c'est que moi, j'ai rigolé, j'ai dit bah, bonne journée. Je me suis barrée, enfin, je me suis pas du tout dit mais il est fou lui ou quoi. Et après, j'ai envoyé un message à la personne qui nous avait présenté, qui est une personne assez importante, et je lui ai dit non mais il a fumé ton pote ou c'est quoi le truc quoi. Moi, j'étais pas du tout embarrassée par cette situation. J'étais là mais on vit où? Mais je sais parce que moi, je suis très bien formée sur ces questions, militante et tout. Donc, toute la société, on n'est peut-être pas à ce niveau, tu vois. Mais je me suis dit, c'est quand même chouette qu'aujourd'hui, une femme puisse rigoler de sa folie à lui et que ce soit pas qu'elle se remette en question et qu'elle se dise, ah bah, tu vois. Bien voilà, sûr. je sais pas, toi, t'as une histoire. Non, mais c'est une histoire comme ça. Moi, combien de fois dans des réunions, et ça m'agace, mais à un point, c'est ça. On te laisse pas parler, quoi. J'y croyais pas, moi, à ça, mais en fait, c'est vrai. On ne te laisse pas parler. C'est-à-dire que tu donnes un avis, etc. D'abord, dès que tu prends la parole, et même si tu as la parole officiellement, entre guillemets, tu vois les mecs qui prennent leur portable, ils regardent leur portable, c'est un truc de fou. Ils t'écoutent pas. Et puis après, c'est cette capacité à te couper la parole systématiquement, où tu dis, oh, tu me laisses parler, s'il te plaît. Bon, voilà, c'est des petites choses. Après, il y a des choses, évidemment, bien plus graves que celle-là. Et il faut y faire très attention. Mais c'est pénible, en fait. C'est pénible. Et ça n'a jamais... Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en a un peu marre des interviews de genre « et toi en tant que femme, et l'entrepreneuriat au féminin, et le leadership au féminin ». Ça, je suis complètement d'accord. Mais il persiste quand même des chiffres qui sont indéniables chez les jeunes, et notamment chez les jeunes femmes. Elles vont moins vers des rôles de leadership, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un peu une responsabilité, toutes, je dirais, de leur, voilà, soit de leur donner des conseils ou soit de les rassurer sur le fait de leur dire aujourd'hui, dans tel milieu qui peut paraître assez misogyne ou masculin, effectivement, moi, dans mes processus de recrutement, comme tu viens de le dire, ça n'a jamais été un sujet. J'ai 20 ans d'expérience. Ne pas avoir peur de dire des conneries, ça, je pense que c'est primordial. C'est-à-dire qu'il
Il y a que les gens qui font rien, qui ne font pas de conneries. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait, on va s'exposer et on va faire des bêtises et on va mal parler. Et voilà. Donc, il faut arrêter de chercher la perfection. On peut pas être parfait, on peut pas être parfaite. Donc, mais par contre, il faut se détendre là-dessus, il faut dédramatiser et il faut oser dire. Et oui, on dira des conneries, mais une fois aussi, on dira un truc intéressant qui rebondira et qui permettra peut-être de se faire remarquer. Et ça sera peut-être le début d'une belle histoire.